Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Mawlana Rasulillah. Heureux de partager avec vous cette troisième séance qui clôture la partie ou le titre réservé à l'instruction. Et cette partie, après avoir vu et discuté les caractères de l'instruction, les domaines de l'instruction, les instances juridictionnelles qui sont chargées de l'instruction, les modes de saisine, l'ouverture, à savoir les procédés d'ouverture de l'instruction et les attributions, les différentes attributions du juge d'instruction qui sont relatives ou qui visent les choses et les personnes, ainsi que les autres mesures de contrainte à l'égard de certaines personnes. Cette séance, elle sera réservée à une question fondamentale par laquelle on va se demander qui c'est qui contrôle le travail du juge de l'instruction. Autrement dit, le contrôle de l'instruction, il est assuré et garanti par quelle instance et par quelle partie. Donc, le législateur marocain a confié le contrôle du déroulement de l'instruction préparatoire, bien évidemment, à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, en vertu de l'article 231 du Code de procédure pénale, ce qui nous pousse à creuser dans les fondements sur lesquels elle est basée cette chambre correctionnelle de la Cour d'appel, à travers quelle organisation, quel fonctionnement et quelle attribution à cette chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Donc, ceci dit, dans cette séance, on va essayer de partager ensemble les attributions de la chambre correctionnelle auprès de la Cour d'appel, qui est une juridiction bien spécifique à contrôler l'instruction préparatoire, ainsi que les domaines ou le domaine d'appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction auprès de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Premier point à partager, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, c'est une juridiction de contrôle de l'instruction préparatoire. Premièrement, la composition. La chambre correctionnelle a été créée lors de la réorganisation du droit judiciaire marocain et la première pierre angulaire de l'organisation judiciaire marocaine qui date de 1964. Elle remplace l'ancienne chambre de mise en accusation qui constituait un deuxième degré d'instruction. La particularité de l'actuelle chambre, elle réside dans le fait qu'elle peut statuer en appel à la fois du jugement du tribunal de première instance et les ordonnances du juge d'instruction. Le code actuel de procédure pénale, il réglemente son fonction en vertu des dispositions de l'article 231 du Code de procédure pénale et ce qui suit d'article. La chambre correctionnelle, elle se réunit sur convocation de son président ou à la demande du procureur général toutes les fois qu'il est nécessaire. Et elle se compose du premier président ou de son délégué, des deux conseillers, en présence du représentant du ministère public représenté par le procureur général du roi et du greffe. Bien évidemment, c'est le reflet de l'institution du juge de la détention et des détentions et des libertés en droit français. Quant à l'audience auprès de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, la procédure est inquisitoire et il repose sur la rapidité et la célérité. Il repose aussi sur l'écrit et le secret. En effet, le débat se déroule à huis clos. La chambre correctionnelle est statue en chambre du conseil après rapport du conseiller chargé de l'affaire. Le procureur général du roi, il met le dossier en état et le soumet
avec son réquisitoire à la chambre correctionnelle dans les 5 jours de la réception du dossier, bien évidemment, de la part du juge d'instruction. Ce dossier, il comprend les réquisitions du procureur général des rois et communiqué aux parties ainsi que leurs conseillers. La chambre correctionnelle, auprès de la cour d'appel, elle examine les réquisitoires, les réquisitions écrites du procureur général et des mémoires des parties. Le parquet et le greffier ne peuvent être présents au délibéré, bien évidemment. Or, l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle auprès de la cour publique et auprès de la cour d'appel est en audience publique. Il peut ordonner aussi la comparution personnelle des parties et leur audition. Quant au président de la chambre correctionnelle de la cour auprès de la cour d'appel, les articles du Code de procédure pénale confèrent au président les prérogatives et les attributions d'un supérieur administratif, des juges d'instruction, qui exercent bien évidemment un contrôle administratif. Dans ce but, il reçoit un état complet des instructions qui sont en cours, avec indication précise de la date d'accomplissement, de la dernière formalité, de description spéciale, ainsi que des conditions de détention préventive. Il peut effectuer lui-même des visites aux maisons pénitentiaires, vérifiant ainsi la situation des détenus. Comme il peut provoquer toute explication utile de la part du juge d'instruction, comme il peut aussi adresser des recommandations au juge d'instruction si la détention lui apparaît injustifiée. Deuxièmement, le contrôle qu'exerce la chambre correctionnelle auprès de la cour d'appel sur ou dans le domaine des ordonnances rendues par le juge d'instruction. Donc, les moyens juridiques qui permettent de contrôler le cours de l'instruction préparatoire par la chambre correctionnelle de la cour d'appel sont deux sortes. L'appel des ordonnances du juge d'instruction et l'annulation dans certains cas. En ce qui concerne l'appel des ordonnances du juge d'instruction, lorsqu'une ordonnance du juge d'instruction apparaît contestable au ministère public ou aux particuliers, accusés ainsi que la partie civile, il est possible de faire appel de cette ordonnance devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, selon bien évidemment des formalités précises par le code de procédure pénale marocain. À travers ce contrôle, on procède à mettre en œuvre les prérogatives du ministère public dans le domaine de cet appel. La lecture de l'article 222 du Code de procédure pénale, elle permet de relever que le législateur a accordé au ministère public un droit d'appel général, à l'exception des ordonnances d'expertise bien évidemment. Il est à noter que le droit du ministère public ne concerne que les ordonnances de nature juridictionnelle en matière de compétences, de détention préventive, de renvoi ou de non-lieu. Il ne s'étend guère aux ordonnances de nature purement administrative, c'est-à-dire aux actes d'instruction en matière de commission rogatoire, transport sur les lieux ou mandat de comparution. Quant aux formalités requises et qui intègrent les prérogatives ou les droits que requiert le ministère public face à l'attribution de la peine, qui est un contrôle, d'un point de vue procédural, les formes d'appel sont prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 222
du Code de procédure pénale, sur le fondement de cet article, on peut faire plusieurs remarques. Premièrement, l'appel a lieu sous forme de déclaration écrite. Deuxièmement, dans les 48 heures de la déclaration d'appel. Et troisièmement, la déclaration écrite doit être déposée au greffe au lendemain de l'ordonnance. Quant aux prérogatives relatives ou qui relèvent de la partie poursuivie, l'accusé reste un particulier dont les droits et les intérêts paraissent limités en procédure pénale. C'est ainsi que l'accusé peut former l'appel des ordonnances du juge d'instruction qui peut lui causer des ennuis très graves en matière de restriction, surtout en matière de restriction de sa liberté. Le domaine d'appel du prévenu est déterminé par l'article 232 du Code de procédure pénale, au terme duquel l'inculpé a le droit d'interjeter l'appel devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel des ordonnances, comme il peut aussi interjeter l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a d'office ou sur déclinatoire des parties statué sur sa compétence. Il ressort donc du texte 233 du Code de procédure pénale, l'appel ne peut avoir lieu qu'à l'encontre des ordonnances relatives à l'admission d'une constitution de partie civile ou à la détention préventive pour crime ou pour délit, et pendant bien évidemment la liberté provisoire ou en cas de refus d'ordonner une expertise. Quant aux prérogatives relatives à la partie civile, en application de l'article 224 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter l'appel des ordonnances du juge d'instruction dans les cas suivants, à savoir les ordonnances de refus d'informer, les ordonnances de non-lieu, les ordonnances de compétence. Et d'une manière générale, de diminution de ses intérêts particuliers, admission d'une autre partie civile, refus d'expertise ou expertise complémentaire ou contre-expertise. Les autres ordonnances lui demeurent bien évidemment refusées. C'est ainsi le cas des ordonnances de détention provisoire. La partie civile, il n'a pas à protester l'ordonnance relative à la détention provisoire ou à la libération provisoire ou au contrôle judiciaire décidé par le juge d'instruction. Quant à l'annulation dans certains cas, on peut exposer la nullité textuelle, la nullité substantielle et la nullité formelle. C'est-à-dire les parties qui demandent la nullité ainsi que l'autorité compétente d'examen des cas de nullité. Quant aux nullités textuelles, elles sont expressément prévues par l'article 210 du Code de procédure pénale. Il en est ainsi des informations que le juge d'instruction doit donner au prévenu lors de l'interrogatoire du première comparution. Liberté de parler ou de se taire, choix d'un avocat, de l'interrogatoire sur le fond en l'absence d'un avocat et sans renonciation expresse. Il est évident que ces cas reflètent l'impératif de protéger la partie poursuivie, bien évidemment. Et il s'explique essentiellement par la bonne administration de la justice. Quant aux nullités substantielles, ils sont énumérés par l'article 210 du Code de procédure pénale et on trouve certaines traces dans l'article 212 dans son tiré 1 du Code de procédure pénale. Celui-ci se contente d'indiquer qu'elle consiste dans la violation des droits de la défense. Ces cas de nullité, même s'il est régi par l'article ci-dessus précité, il n'en demeure pas moins que son domaine est indéterminé. En effet,
Le texte accepte une souplesse qui permet au juge d'apprécier souverainement la nullité de l'instruction, et c'est ainsi le cas de l'incompétence territoriale, par exemple, du juge d'instruction, ou lorsqu'un renvoi a lieu sans interrogatoire sur le fond, par exemple, ou lorsque les ordonnances ne sont pas notifiées aux parties intéressées. Quant aux nullités virtuelles, elles sont ainsi appelées car la loi n'y fait aucune allusion et on pose traditionnellement leurs possibilités pour les règles par le code de procédure pénale sans précision de la sanction de leur inobservation, ne violant ni l'ordre public au sens étroit, ni les droits de la défense. Les nullités virtuelles visent le perfectionnement de la procédure pénale. Ce qui nous conduit à poser la question, quelles sont les parties qui demandent la nullité? Selon les dispositions de l'article 211 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction saisit la chambre correctionnelle de la cour d'appel s'il lui apparaît qu'un acte de l'information est frappé de nullité, après avoir pris l'avis, bien évidemment, du ministère public, et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile. Le deuxième alinéa de cet article 211 du Code de procédure pénale donne au ministère public et à l'inculpé et à la partie civile la possibilité, s'il leur apparaît qu'une faille a été commise, il requiert du juge d'instruction la communication de la procédure auprès du ministère public qui transmet à la chambre correctionnelle une requête motivée aux fins d'annulation dans les 5 jours qui suivent. Le respect de ces délais s'impose sous peine de forclusion. Le juge peut alors continuer l'instruction, sauf quand elle est terminée ou quand la chambre correctionnelle en décide autrement, suivant une procédure et un formalisme bien particulier, bien précisé. Deuxième question pour laquelle on va se pencher, quelle est l'autorité compétente d'examiner le cas des nullités? Il s'agit incontestablement, bien évidemment, de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, premièrement, et éventuellement les juridictions de jugement. Quant à l'examen des cas de nullité par la chambre correctionnelle, il est question d'une violation textuelle. La chambre correctionnelle annule l'acte irrégulier. Et en effet, l'acte qui porte une violation au droit de la défense, l'annulation est d'ordre public. En revanche, quand l'annulation vise une situation substantielle, pure, elle peut être ratifiée expressément par la partie intéressée. La nullité virtuelle reste soumise à l'appréciation souveraine de son opportunité par la chambre correctionnelle de la cour d'appel. La chambre ainsi décide la poursuite de l'instruction préparatoire en renvoyant le dossier au juge d'instruction et elle reste alors habilitée à effectuer ou éclaircir l'instance. Elle bénéficie également du pouvoir de charger l'un de ses membres ou un autre juge d'instruction d'un complément d'information qui peut consister dans un perfectionnement de ce qui est déjà fait par le premier juge d'instruction. En revanche, le deuxième cas de figure de l'autorité compétente d'examen des cas de nullité, comme on l'a vu précédemment, c'est le cas ou l'hypothèse des juridictions de jugement. Le juge d'instruction, comme il est dit précédemment, il décide de clôturer l'instruction et il prend une ordonnance de renvoi devant devant la juridiction compétente. La question qui se pose est celle de savoir si la juridiction saisie peut relever un cas de nullité. La réponse est portée par l'article 324 du Code de procédure pénale, au terme duquel, lorsque la nullité est soulevée, hors les cas prévus de l'article 227, la juridiction saisie
après audition du ministère public et les parties rendre un jugement aux annulations des documents qu'elles considèrent entachés de nullité. Les demandes en annulation soulevées par les parties doivent être présentées simultanément à peine de forclusion avant l'interrogatoire de l'inculpé, bien évidemment, sur le fond de la cause. Et les parties peuvent renoncer et à se prévaloir de nullités édictées dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse et la renonciation de l'inculpé n'est recevable qu'en présence de son conseiller ou dûment appelé, bien évidemment. C'est ainsi que cette partie, je sais que c'est un peu technique et très approfondie comme je l'ai présenté. Je vous demande de la refaire, de le réexaminer, de l'interpréter et je serai toujours à votre disposition dans le cadre de questions-réponses qu'on prépare chaque semaine pour qu'on puisse enlever toutes les ambiguïtés concernant l'instruction de façon générale et en particulier les axes ou les chapitres que je vous ai proposés, à savoir les caractères de l'instruction, le domaine de l'instruction, les instances juridictionnelles chargées de l'instruction, ainsi que les modes de saisine, c'est-à-dire les différents procédés de l'ouverture de l'instruction. Comment s'est penché aussi sur les attributions du juge d'instruction et en dernier ressort, quel contrôle pour l'instruction à travers les compétences et le fonctionnement et les attributions de la chambre correctionnelle auprès de la cour d'appel, ainsi que les domaines d'appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction. C'est ainsi que s'achève cette séance. Merci de votre attente et de votre écoute. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous.